Imaginez ceci, le futur maître de l'Élysée, le sourire discret, la rose à la main, à genoux dans la boue d'un camp de prisonniers, un numéro de matricule autour du cou, les mains gelées, agrippées à un fil de fer barbelé. François Mitterrand n'a pas encore 30 ans. Il ne sait pas qu'un jour il dirigera la France. Ce qu'il sait, en revanche, c'est que si le train pour l'Allemagne part demain à l'aube, s'il est dedans, il risque de disparaître. Dans l'immensité grise du Reich, à jamais. Le vent coupe le visage, les projecteurs balayent la nuit, les chiens aboient. Autour de lui, des silhouettes amaigries murmurent en français, en polonais, en russe. On parle d'évasion comme on parle de miracle, à voix basse, avec un mélange de dérision et d'espoir. François écoute, calcule, observe les tours, les rondes, les failles. L'horloge tourne. Quelques semaines, quelques jours peut-être avant d'être transféré plus loin, derrière un rideau de barbelés d'où l'on ne revient pas. Il lui faut un plan, et vite. Pour comprendre comment ce jeune prisonnier de guerre va devenir, des décennies plus tard, le rival obstiné du général de Gaulle, puis le premier président socialiste de la veuve République, il faut remonter en arrière, loin de la boue, loin des barbelés. Retour en 1916. Jarnac, petite ville tranquille de Charente. Une France encore en pleine boucherie de 14-18. Ce 26 octobre, dans une maison bourgeoise où l'on respecte le catéchisme autant que la patrie, naît un garçon qu'on prénomme François. Rien, alors, ne laisse deviner qu'il deviendra l'un des hommes les plus puissants et les plus controversés du pays. Son père, Joseph, est agent de chemin de fer devenu vinaigrier, austère, méthodique, attaché à l'ordre. Sa mère, Yvonne, est une catholique fervente, profondément marquée par la guerre et ses morts. Dans ce foyer, on apprend très tôt à parler doucement, à écouter, à attirer l'attention non pas par le bruit, mais par la constance. Le petit François observe, toujours. C'est déjà sa manière d'exister, regarder, retenir, analyser. À Jarnac, les journées sont rythmées par les offices religieux, les repas de famille, les discussions sur la France, la morale, les devoirs. On ne plaisante pas avec l'idée de patrie. La République, on la respecte, mais on garde un œil méfiant sur ces grandes idées qui bousculent trop les traditions. François grandit dans ce mélange de foi, de discipline et de respect de l'autorité. Un terreau qui fera de lui un personnage beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine lorsqu'on ne retient que l'icône de la gauche mitterrandienne. À l'école, il brille. Pas par éclat tapageur, mais par une intelligence discrète, une mémoire tenace, une capacité à peser chaque mot. Déjà, il aime les histoires, les grandes biographies, les romans où des destins se jouent sur un choix, une trahison, une loyauté. Il rêve de Paris, de grandes études, d'une vie plus vaste que les rues sages de Jarnac. L'adolescence le mène à Angoulême, puis à Paris. Il découvre la capitale à la fin des années 30. Une ville électrique, traversée par les passions politiques, sur les murs, des affiches communistes, des slogans d'extrême droite, des journaux qui crient « Dans les cafés, on se dispute sur Mussolini, Hitler, la guerre qui s'annonce ». François, lui, étudie le droit, les lettres, la science politique. Il fréquente la cité universitaire, rencontre des jeunes de tous horizons, discute jusqu'au petit matin, mais derrière la curiosité intellectuelle, il y a un autre François, plus secret, un jeune homme issu d'un milieu catholique conservateur, un peu fasciné par l'ordre, par les uniformes, par ses mouvements de jeunesse. Nationalistes qui promettent de défendre la France contre les désordres de la démocratie. Il approche certains groupes de droite, écoute leurs discours. Dans une Europe en crise, l'attrait de la fermeté, de la discipline, de la verticalité est puissant. Il ne le sait pas encore, mais ses fréquentations le poursuivront toute sa vie, ressortiront comme des fantômes dans les archives. Des décennies plus tard, lorsqu'il sera à l'Élysée, et puis, brutalement, le temps des idées laisse place au temps du feu. En 1939, la guerre éclate. François Mitterrand est mobilisé, il devient soldat du 23e régiment d'infanterie coloniale. À 23 ans, le voilà plongé dans une armée mal préparée, mal équipée, qui va se désagréger en quelques semaines face au choc allemand. Juin 1940. Le front s'effondre, les routes sont encombrées de civils, de colonnes en déroute. Un jour, près de Verdun, une explosion, des tirs, la panique. François est blessé, capturé. Fini les discussions enfiévrées à Paris, les thèses sur l'avenir de la République, il devient simplement un matricule français dans un camp allemand.
Le camp de prisonniers de guerre, c'est la faim, le froid, la monotonie des journées qui se ressemblent. Mais c'est aussi pour lui une école de patience. Il observe encore les gardes, leurs habitudes, les co-détenus, leurs forces, leurs failles, les rares occasions où la sécurité se relâche. Très vite, une idée s'impose comme une obsession. Partir. Une première tentative d'évasion échoue. Une deuxième aussi. Chaque échec laisse des traces, des punitions, des heures de punition au garde-à-vous sous le vent glacé, des jours au cachot, mais aussi une expérience précieuse. Comprendre ce qui n'a pas fonctionné, ce qui aurait pu passer. Le jeune Mitterrand apprend à jouer avec les limites, à tester le système sans se faire briser. C'est là, dans cette lutte millimétrée contre l'enfermement, que se forge ce mélange de prudence et de témérité qui marquera sa carrière politique. Le temps presse. Dans les baraquements, des rumeurs circulent. On parle de transfert vers des camps plus durs, plus lointains. Certains murmures évoquent même des déportations dont personne ne revient. Pour François, l'équation est claire. Rester, c'est peut-être disparaître. Tenter à nouveau sa chance, c'est risquer la balle dans le dos. Mais aussi la liberté. Un soir, dans la confusion d'un appel, dans un mouvement de foule, une faille, un uniforme emprunté, un faux groupe de travailleurs civils, un wagon qui change de voie. C'est un pari à une seule issue possible, réussir ou mourir. Il bluffe, ment, baisse les yeux au bon moment, les relève au bon moment et, contre toute attente, passe. Pendant des jours, il avance à travers une France occupée, changeant de train, de chemin, de refuge. La peur colle à sa peau comme une seconde chemise. Le moindre contrôle peut lui être fatal. Mais à force d'audace, de chance et de sang-froid, il parvient enfin à regagner la zone dite libre, celle du régime du maréchal Pétain, installé à Vichy. Et c'est là que commence le premier grand paradoxe de sa vie. Le rescapé des camps allemands ne rejoint pas immédiatement la résistance. Il se rapproche d'un autre monde, celui de Vichy, de l'État français, de ses bureaux, de ses couloirs sombres où l'on prétend protéger les Français en s'accommodant de l'occupant. François Mitterrand trouve un poste au Commissariat général aux prisonniers de guerre et aux rapatriés. C'est un travail officiel, reconnu, au sein d'un régime qui s'enfonce dans la collaboration. Il s'occupe des Français captifs, des familles qui n'ont plus de nouvelles, des formulaires, des dossiers. À première vue, c'est une fonction humanitaire. Mais elle s'exerce au cœur d'un État qui promulgue des lois antisémites, qui traque ses propres citoyens. Dans ses bureaux de Vichy, il se fait un nom. On le dit sérieux, efficace, capable de travailler tard dans la nuit sur des dossiers épais comme des briques. Il monte peu à peu, au point qu'en 1943, il est décoré de la Francisque, la haute distinction du maréchal Pétain, symbole d'allégeance au régime. Numéro 2202. Un geste qui, plus tard, lorsqu'il sera président, explosera comme une bombe dans l'opinion publique. Mais à ce moment précis, en 1943, la situation n'est plus figée. La guerre tourne. Les défaites allemandes s'enchaînent, la résistance s'organise, l'ombre de Londres grandit. À Vichy, certains sentent le sol se dérober, et François Mitterrand, l'homme des dossiers de prisonniers, commence à passer de l'autre côté du miroir. Il noue des contacts clandestins avec des réseaux de résistance formés autour des anciens prisonniers de guerre. Officiellement, il est l'un des rouages d'un régime détesté. Officieusement, il participe à un mouvement qui prépare la France d'après, collecte des informations, organise des liaisons. Ce double jeu est risqué, mortel même. À chaque rendez-vous secret, il sait que la Gestapo, la milice, les dénonciations peuvent frapper, mais il continue. Plus la fin approche, plus la frontière entre Vichy et la résistance devient floue, mouvante, dangereuse. Le temps, encore une fois, est son ennemi. L'occupation ne durera plus longtemps. Quelques mois, un an peut-être. Quand les Alliés débarqueront, quand Paris sera libéré, chacun devra rendre des comptes. Il le sent. S'il reste simplement l'ancien proche de Vichy, sa carrière, et peut-être sa liberté, seront brisées. S'il parvient, en revanche, à se placer du côté des vainqueurs, il aura sa place dans la France nouvelle, qui se dessine. Un nouvel échappatoire se présente. En 1944, il gagne Alger, où s'installe le gouvernement provisoire de la République française, autour d'un homme qui incarne déjà un mais destin, Charles de Gaulle. Là, dans les couloirs du pouvoir renaissant, le futur président de la République et le futur président socialiste de 1981 se croisent.
s'observe, se jauge. De Gaulle est immense, physique et symboliquement, il parle en général, en nation, en grandeur. François, lui, est encore un jeune haut fonctionnaire, habile, déjà maître des nuances. Entre ces deux hommes, quelque chose se fixe, silencieusement. Une rivalité de vision, de méthode, de rapport au pouvoir. De Gaulle incarne l'autorité verticale, l'appel du 18 juin, la France seule contre tous. Mitterrand, lui, vient de la mêlée, des zones grises, des compromis, des bureaux où l'on négocie dans la pénombre, deux façons d'aimer la France, deux façons de la gouverner. La confrontation ne se jouera pas tout de suite, mais le décor est planté. La guerre se termine. La libération n'efface pas les zones d'ombre. Vichy, la collaboration, les ambiguïtés de certains parcours, tout cela flotte dans l'air comme une fumée âcre. François Mitterrand, lui, sort de ce chaos, avec, déjà, un réseau, des relations, une réputation d'homme capable de travailler avec presque tout le monde, pourvu que cela serve ses objectifs. Il s'installe à Paris, se marie avec Danielle Gouze. Entre les débats sur l'épuration, la reconstruction, la 4e République qui se cherche, il se tourne vers la politique. C'est une nouvelle guerre, plus feutrée, mais tout aussi impitoyable, celle des partis, des fédérations, des courants. En 1946, il est élu député de la Nièvre, la province à nouveau. Mais cette fois, il y revient notaire de l'avenir, jeune élu d'une gauche modérée, ancré dans un territoire rural où l'on se souviendra longtemps de lui. Dans l'hémicycle, il se fait remarquer par son verbe précis, son goût pour les couloirs, pour les discussions de dernière minute qui font et défont les majorités, la 4e République, avec ses gouvernements qui tombent les uns après les autres, est pour lui un terrain de jeu et d'apprentissage. Il sera 12 fois ministre, des anciens combattants à la justice, en passant par l'intérieur. 12 fois, dans des gouvernements éphémères, il teste le pouvoir, touche ses leviers, mesure ses dangers. Là encore, il observe, note, retient les failles de ce régime parlementaire instable, où les coalitions s'effritent au gré des querelles internes. Pendant ce temps, dans l'ombre, le général de Gaulle guette. L'homme de Londres, retiré à Colombey, ne cesse de critiquer cette république des partis, qu'il juge ingouvernable. François Mitterrand, lui, y prospère, apprenant à naviguer dans les tempêtes, à tenir bon, à retomber sur ses pieds. Entre les deux, sans qu'ils se croisent encore frontalement, le duel se dessine. D'un côté, le prophète d'un exécutif fort, presque monarchique. De l'autre, le maître des labyrinthes parlementaires, qui sait que dans le désordre se cachent des opportunités. Mais ce désordre a un coût, et l'addition va bientôt être présentée. La guerre d'Indochine, puis la guerre d'Algérie, fissurent le pays. La 14e République chancelle. En 1958, la crise algérienne explose. Les généraux grondent, l'armée menace de marcher sur Paris. Le nom de Gaulle revient, d'abord murmuré, puis scandé. On le rappelle comme on appelle un sauveur. Pour François Mitterrand, c'est une alarme. Il voit revenir sur le devant de la scène l'homme qu'il sait capable de redessiner la République à sa guise. De Gaulle revient au pouvoir, fait adopter une nouvelle constitution, la Veuve République, qui renforce considérablement le rôle du président. Là où Mitterrand a appris à manœuvrer dans l'entrelacs fragile des coalitions, De Gaulle érige une architecture quasi monarchique, où un seul homme, élu au suffrage universel, pèsera plus lourd que tous les partis réunis. À cet instant, une nouvelle course contre la montre commence pour François Mitterrand. S'il accepte cette nouvelle donne sans la contester, il sera condamné à n'être qu'un figurant dans un théâtre dont De Gaulle tient le scénario et la mise en scène. S'il s'oppose frontalement à ce nouveau régime, il devient le chef de file d'une résistance politique, mais au risque de se marginaliser. Il choisit le combat. Il va faire de l'antigaullisme non pas une simple posture, mais un axe, une colonne vertébrale. Face au général, il se prépare patiemment à incarner l'autre France, celle qui refuse le coup d'État permanent, celle qui croit encore à la force des assemblées, des compromis, des partis. Ce jeune prisonnier de 1940, qui jouait sa vie sur une évasion minutieusement préparée, se retrouve 20 ans plus tard face à un autre type de barbelés. Ceux d'un système politique verrouillé par un géant à l'ego d'acier. Le compte à rebours recommence. Il faudra du temps,
des échecs, des retournements spectaculaires. Mais désormais, deux trajectoires sont lancées l'une contre l'autre, celle du général Charles de Gaulle, fondateur de la République, et celle de François Mitterrand, l'ancien fonctionnaire de Vichy devenu parlementaire habile, qui rêve, dans l'ombre, de prendre sa revanche sur l'histoire elle-même. Quand la République se met en place, l'image semble figée pour longtemps. D'un côté, Charles de Gaulle, géant auréolé de la libération, installé au sommet d'un pouvoir taillé sur mesure, de l'autre, François Mitterrand, quarantenaire sans parti solide, silhouette fine dans un costume sombre, simple député parmi d'autres. Et pourtant, imaginez cette scène. Une nuit de 1964, dans un appartement parisien encombré de livres, sur un petit poste de télévision, le général de Gaulle parle gravement de la France, de sa grandeur, de l'atome, de l'histoire. Sur la table, une lampe éclaire des feuilles couvertes d'une écriture serrée. François Mitterrand corrige « rature », reprend une phrase qu'il veut assassine. En haut de la page, un titre, le coup d'État permanent. Le prisonnier évadé de 1941, l'ancien fonctionnaire de Vichy, est en train d'écrire l'acte d'accusation le plus violent jamais lancé contre le régime du général. Il sait que ce livre sera un brûlot, peut-être un billet de sortie, ou un billet sans retour. Tout a basculé quelques années plus tôt, en 1958, quand de Gaulle revient aux affaires portées par la crise algérienne. Mitterrand refuse de s'incliner, là où beaucoup de parlementaires se rangent, soulagés de voir un homme fort reprendre la main, lui vote non à la nouvelle constitution. Il voit dans la République une dérive monarchique, un danger mortel pour ce qu'il appelle la République des citoyens. Il le dit, l'écrit, le répète. Ce régime est une confiscation de la souveraineté populaire. Au début, il est presque seul. Ses anciens alliés du centre le regardent comme un trouble fait. Les communistes se méfient de cet homme venu des cabinets ministériels de la 4e République, les gaullistes le prennent de haut avec un sourire condescendant. Qui se souviendra dans 10 ans de ce député de province qui refuse de s'aligner? Mais Mitterrand a le temps pour lui, ou du moins le croit-il. Premier choc, 1962. De Gaulle décide de faire élire le président de la République au suffrage universel direct, un geste spectaculaire qui liera encore plus la fonction à sa personne. Mitterrand s'y oppose bec et ongles. Il fait campagne pour le non au référendum, dénonce publiquement un plébiscite, digne du Second Empire. La réponse du pays est cinglante, le oui l'emporte largement. De Gaulle sort renforcé. Mitterrand, lui, apparaît comme un prophète sans disciple. C'est dans cet isolement qu'il polit son arme, le verbe. Le coup d'État permanent, publié en 1964, est plus qu'un livre. C'est une déclaration de guerre. Page après page, Mitterrand démonte la mécanique gaulliste, décrit un président au-dessus des lois, juché sur un socle de référendum, un de dissolution, de mépris pour les partis. Il ose écrire noir sur blanc que la République est une anomalie, un détournement de l'esprit démocratique. Le pari est fou. Attaquer frontalement l'homme que la majorité des Français considèrent comme le sauveur de 1940 et de 1958. Mais derrière ce geste se cache une stratégie froide. Seul, vraiment seul contre de Gaulle, Mitterrand sait qu'il peut devenir le point de ralliement de tous ceux qui refusent ce pouvoir vertical. Le destin lui offre une première occasion de vérifier cette intuition. 1965. Pour la première fois, le président de la République va être élu au suffrage universel. De Gaulle accepte l'épreuve. Sûr de sa popularité, la gauche, elle, est fracturée, éclatée entre communistes, socialistes moribonds, radicaux en déclin. Personne ne semble en mesure d'affronter le général. Et puis, lentement, un nom s'impose. Celui qui, depuis des années, critique la République avec la plus grande constance, François Mitterrand. Au début, les états-majors hésitent, il n'est ni communiste, ni vraiment socialiste, il n'a pas de parti puissant derrière lui. Mais précisément, c'est un homme de l'entre-deux, capable de parler à chacun. Les tractations sont âpres, les égos froissés, les méfiances tenaces. Pourtant, à la surprise générale, l'accord se fait. Mitterrand sera le candidat unique de la gauche. Le duel est presque irréel. D'un côté, le mythe vivant. De Gaulle, silhouette raide, voix grave, chef de la France libre. De l'autre, un homme que beaucoup de Français découvrent à la télévision, au visage pâle, au ton posé.
au regard attentif. On le trouve trop cérébral, trop discret. Et pourtant, quelque chose passe. Le soir du premier tour, l'impensable se produit. De Gaulle n'est pas élu. Il est contraint à un second tour. Pour la première fois de son existence politique, le général doit vraiment faire campagne pour garder son fauteuil. Face à lui, Mitterrand rassemble toutes les oppositions, la gauche bien sûr, mais aussi ceux qui, à droite, en ont assez de l'ombre écrasante du vieux chef. La France retient son souffle, les tracts s'échangent sous les portes, les affiches se déchirent la nuit. Dans les usines, dans les cafés, on chuchote. Et si Mitterrand gagnait? Et si De Gaulle perdait? Au second tour, le verdict tombe. 55% pour De Gaulle, 45% pour Mitterrand. Mitterrand a perdu. Mais le choc, le vrai, est ailleurs. Cet homme que l'on disait marginal vient de faire trembler la statue du commandeur. Il a forcé De Gaulle à descendre dans l'arène, à se justifier devant le peuple. Le duel qu'il rêvait de provoquer depuis 1958 a eu lieu. Pourtant, le temps joue déjà contre lui. Il a près de 50 ans. Combien de campagnes de ce genre pourra-t-il encore mener? Combien de défaites avant qu'on ne tourne la page en disant « Il a essayé, il n'a pas réussi ». 3 ans plus tard, la France s'embrase. Mai 1968. Les pavés volent dans les rues de Paris, les slogans jaillissent sur les murs. Il est interdit d'interdire. Soyez réalistes, demandez l'impossible. Les étudiants occupent les universités, les ouvriers, les usines. Le pouvoir gaulliste vacille, surpris par cette explosion venue de la jeunesse. Dans ce tumulte, François Mitterrand voit une ouverture. Le régime chancelle, les gaullistes semblent dépassés. Il se laisse aller à parler trop tôt, trop fort. Le 28 mai, il déclare qu'il est prêt à assumer la direction de l'État. Il se pose en successeur déjà disponible, comme si le pouvoir allait lui tomber dans les mains. Erreur fatale. 2 jours plus tard, De Gaulle revient de Baden-Baden, où il est allé consulter le général Massu. Il reprend l'initiative, organise une immense manifestation de soutien sur les Champs-Élysées, dissout l'Assemblée, convoque des élections législatives. Le pays, épuisé par le chaos, se range derrière lui. Aux élections, les gaullistes triomphent, la gauche est laminée. Mitterrand, lui, apparaît comme l'homme qui a cru le pouvoir trop tôt, comme un prétendant impatient démasqué. Le coup est rude. De Gaulle, en privé, le rebaptise avec mépris. L'homme du 28 mai. Pour beaucoup, Mitterrand est fini. Il a raté son rendez-vous avec l'histoire. Il ne sera jamais qu'un perdant brillant. Mais l'histoire aime les détours. 1969. De Gaulle, sûr de lui, joue une nouvelle fois son mandat sur un référendum, cette fois sur la réforme du Sénat et la régionalisation. Le pays répond non. Le général démissionne, celui qui semblait indéboulonnable quitte la scène. La tentation est forte pour Mitterrand de se représenter immédiatement. Mais il sait que le paysage est encore meurtri par 1968, que la gauche n'est pas en ordre de marche. Il choisit de ne pas être candidat. C'est un autre socialiste, Gaston Defferre, qui se lance et se fracasse. Il finit loin derrière. Georges Pompidou, héritier gaulliste, est élu. Une fois de plus, Mitterrand regarde passer le pouvoir sans monter dedans. À première vue, il recule. En réalité, il prépare sa mue, car pour conquérir la présidence de la veuve République, il lui manque une chose essentielle, un parti, un vrai, solide, bien implanté sur tout le territoire. Pas un petit groupe, pas une chapelle idéologique, mais une machine politique capable de gagner des villes, des départements, des régions, capable surtout de s'allier avec le Parti communiste, alors première force de gauche. En 1971, au congrès d'Épinay, la chance se présente. Le vieux Parti socialiste, encore marqué par les défaites, se cherche un chef. Les appareils s'affrontent, les motions se déchirent. Personne ne domine vraiment. C'est dans cette brèche que s'engouffre Mitterrand, avec une habileté redoutable. Il rassemble les minoritaires, joue des rancœurs, promet des places, des circonscriptions, des responsabilités. Il parle de rupture avec le capitalisme, prononce des phrases qui enchantent une base militante avide de radicalité. À la fin, contre tous les pronostics, c'est lui qui l'emporte. L'homme sans parti devient, en une nuit, le premier secrétaire du Parti socialiste. Twist spectaculaire. Celui que la droite continue de rêver en notaire provincial modéré prend maintenant la tête d'un parti qui se proclame de transformation révolutionnaire. Derrière les mots, pourtant, se cache le même objectif froid, faire du PS l'outil de sa conquête présidentielle.
Étape suivante, l'union de la gauche. En 1972, il négocie avec le Parti communiste un programme commun de gouvernement, des nationalisations massives, une hausse des salaires, la réduction du temps de travail, des droits nouveaux pour les travailleurs. Sur le papier, c'est une rupture totale avec le capitalisme. Dans les faits, c'est surtout une arme politique, un affichage d'unité pour rassurer les électeurs de gauche lassés des divisions, qui les ont condamnés à l'impuissance. Sur les plateaux de télévision, Mitterrand apparaît désormais comme le visage de cette gauche rassemblée. Il n'est plus seulement l'antigaulliste, il est le chef de camp. En face, Georges Pompidou incarne une droite modernisatrice mais fatiguée. En 1974, sa mort brutale crée une nouvelle vacance. L'élection présidentielle est avancée. Cette fois, Mitterrand est prêt. Il a un parti, une base militante, des cadres, des maires, des députés. Il est désigné sans contestation candidat unique de la gauche. En face, c'est Valéry Giscard d'Estaing, jeune ministre de l'économie, libéral et brillant, qui affronte Jacques Chaban-Delmas au premier tour et s'impose comme le champion de la droite. Le second tour Mitterrand-Giscard est l'un des plus tendus de l'histoire de la veuve République. La France se coupe en deux. D'un côté, la promesse d'une rupture, d'un virage socialiste assumé, de l'autre, un centrisme réformateur, moderne, qui promet de regarder la France au fond des yeux. Pour la première fois, un débat télévisé oppose deux candidats à égalité apparente. Ce soir-là, des millions de Français sont scotchés à l'écran. Mitterrand, sombre, sérieux, aligne les critiques. Giscard, plus jeune, joue la carte du sang-froid, du sourire mesuré, et soudain, l'une des phrases les plus célèbres de la vie politique française jaillit. Mitterrand, l'attaque sur la pauvreté, sur ceux que la crise frappe. Giscard, imperturbable, répond « Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur ». La formule claque, violente, presque cruelle. Dans les salons, dans les cuisines, on se dit que le plus jeune a pris l'avantage. Quelques jours plus tard, le verdict tombe. 50,8% pour Giscard, 49,2% pour Mitterrand. Moins de 400 000 voix d'écart. Il a encore perdu. Mais une fois de plus, il a échoué si près que la défaite ressemble à un avertissement. À 57 ans, il pourrait se dire que le temps a fait son œuvre, que la veuve République ne sera jamais prise d'assaut par la gauche. Beaucoup, autour de lui, murmurent qu'il faut laisser la place à une nouvelle génération. Dans son propre camp, un nouveau rival apparaît. Michel Rocard, jeune énarque, ancien militant du PSU, porteur d'une gauche autogestionnaire, souriante, réputée plus moderne, les sondages le donnent plus populaire que Mitterrand. Les journalistes s'enflamment. La relève est là. Le vieux lion doit céder. François Mitterrand, lui, refuse. Il s'accroche, mais pas par entêtement aveugle. Il sait que la gauche unie, patiemment construite, est fragile. En 1977, le programme commun se fissure, les communistes prennent leur distance, les municipales sont décevantes, tout laisse penser que le grand espoir de 1974 n'était qu'un feu de paille. Et puis, il y a une autre course contre la montre, plus intime, plus secrète. En public, Mitterrand soigne son image de mari de Daniel, père de 3 garçons, homme de province attaché à ses racines. En privé, il mène une autre vie, avec Anne Pinjot, qui lui donnera une fille cachée, Mazarine. Une double existence soigneusement dissimulée, protégée par la presse d'alors. Chaque jour, il sait que ce secret, s'il éclate trop tôt, peut briser le personnage de chef de la gauche morale qu'il s'est construit. Politiquement, la fin des années 70 ressemble à une impasse. La crise économique s'installe, le chômage explose, la gauche se divise sur la réponse à apporter. Doit-on rester fidèle à la rupture radicale promise ou rassurer les classes moyennes inquiètes, les chefs d'entreprise, les partenaires européens? À l'intérieur, Mitterrand commence à infléchir sa ligne. Les mots restent ceux de la gauche de transformation, mais les nuances apparaissent. Il parle davantage d'Europe, d'équilibre, de réalisme. Sans le dire franchement, il commence à préparer ce que sera sa présidence. Un permanent jeu d'équilibriste entre les promesses de Mendesantis, la gauche et les contraintes de l'économie mondiale. 1980, un congrès socialiste décisif se tient. Rocard, porté par des militants impatients de renouveau, pense son heure venue. Mitterrand, à 63 ans, est présenté par certains commentateurs comme l'homme du passé, mais là encore, dans les coulisses,
il manœuvre, rassemble, promet, rassure, menace parfois. Au vote, il l'emporte nettement. Il sera une nouvelle fois candidat à la présidentielle, et cette fois, il n'y aura plus de retour possible. S'il échoue encore, à 64 ans, la France se choisira un autre visage pour incarner la gauche. Le compte à rebours, déjà entamé depuis 1958, atteint sa dernière minute. Face à lui, Valéry Giscard d'Estaing brigue un second mandat. Il sort affaibli de 7 ans de crise, de scandale, de solitude arrogante. L'affaire des diamants offerts par l'empereur Bokassa a écorné son image de président au-dessus de tout soupçon. Le chômage monte, les usines ferment, la fracture entre les élites et le peuple se creuse. Dans cette France inquiète, Mitterrand joue sa dernière carte. Au Bourget, en janvier 1981, devant une foule compacte, il lance une phrase simple, presque calme. « Je prends aujourd'hui, devant vous, l'engagement de changer la vie. » Il ne hurle pas, il ne gesticule pas, il promet. Avec cette voix un peu voilée, ce débit lent, ce regard qui semble peser chaque mot comme si l'histoire, elle aussi, écoutait. La campagne est dure, tendue, parfois sale. On fouille son passé de Vichy, sa francisque, ses ambiguïtés des années 40. L'ombre de Gaulle, disparue en 1970, plane encore sur la veuve République. On suggère que Mitterrand n'est pas à la hauteur, qu'il n'a pas la stature, qu'il ne pourra jamais être autre chose que l'éternel opposant. Mais le pays a changé. Des millions de jeunes n'ont pas connu la guerre ni la libération. Pour eux, De Gaulle est un nom de rue, un aéroport. Ils voient en Mitterrand non pas l'ancien fonctionnaire de Vichy, mais le chef patient qui, depuis 20 ans, tente d'ouvrir une brèche dans la forteresse du pouvoir. Le 10 mai 1981, la France retient de nouveau son souffle. Sur l'écran, les visages sont immobiles. À 20h, la fameuse silhouette apparaît, découpée sur fond bleu. Le profil qu'on devine n'est plus celui de Gaulle, ni celui de Giscard. Ce soir-là, après une vie entière passée à contourner les barbelés, à repousser les murs, à briser les verrous d'un système taillé, pour ses adversaires, François Mitterrand franchit enfin la dernière porte, celle de l'Élysée. L'ancien prisonnier de 1940, l'ex-fonctionnaire de Vichy, le député de province, le perdant magnifique des présidentielles précédentes, devient, pour la première fois dans l'histoire de la veuve République, un président de gauche, mais ce que personne ne comprend encore, en le voyant poser le pied sur le perron, c'est que le plus difficile ne fait que commencer. Gagner le pouvoir n'était qu'une course contre la montre. L'exercer, le transformer, résister au poids de ses propres contradictions, ce sera une autre bataille. Une bataille où les fantômes de son passé, les promesses de son camp, la violence du monde et les rivalités intestines viendront, une à une, frapper à la porte du palais présidentiel. Au moment précis où la France découvre son nouveau président à la télévision, un autre écran s'allume, loin des caméras, celui d'un service d'oncologie à Paris, sur le dossier médical, une phrase sèche, glaciale, écrite en lettres minuscules. Probable cancer en phase avancée. Pronostic vital, quelques mois. Le 10 mai 1981, au soir, alors que des foules dansent place de la Bastille, François Mitterrand sait déjà, lui et quelques médecins, seulement qu'une autre horloge s'est enclenchée. Le pays le voit comme un homme au début d'un règne. Lui se sait peut-être au bord de la fin. Cette contradiction, ce secret, va hanter chacun de ses gestes à l'Élysée. Chaque décision, chaque affrontement, chaque duel avec ses rivaux se joue désormais sous une pression invisible. Combien de temps lui reste-t-il pour laisser une empreinte que la maladie ne pourra pas effacer? Le 21 mai 1981, il remonte lentement la cour pavée de l'Élysée. Sous un ciel parisien gris-bleu, les gardes républicains présentent les armes, les trompettes sonnent, les caméras zooment sur ce visage que les Français connaissent. Depuis 20 ans, sans savoir qu'il porte en lui un diagnostic de condamnation, Giscard se tient là, figé, le regard dur. La poignée de main est brève, presque glaciale. Entre ces deux hommes, la rivalité est terminée, tranchée par le suffrage universel, mais dans l'air flotte un autre défi. Mitterrand devra prouver qu'il n'est pas seulement l'homme de l'opposition, mais un chef d'État capable de dompter la machine qu'il a tant critiquée. Très vite, il veut frapper fort, vite, comme si chaque jour comptait double. Dès l'été 1981, le pays se transforme à vue d'œil. Les nationalisations tombent comme une pluie d'ordonnances. Banques,
industrie, groupe stratégique passe dans les mains de l'État. La durée du travail est réduite à 39 heures, la retraite a baissé à 60 ans, la 5e semaine de congé payé devient un droit. Dans les entreprises, dans les foyers, on a l'impression que le calendrier s'est accéléré, que la rupture promise n'est pas un slogan mais une avalanche. Symbole plus fort encore, Robert Badinter, son garde des Sceaux, monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour plaider d'une voix serrée contre la peine de mort. Septembre 1981. Dans l'hémicycle, certains députés serrent les dents, d'autres détournent le regard quand il évoque, dans un silence presque religieux, la bascule, la lame, les corps décapités à l'aube. Quelques jours plus tard, la guillotine est abolie, des générations entières grandiront sans connaître le bruit sourd de la planche qui se referme. Pour l'homme venu de Vichy qui a signé des papiers sous un régime de honte, ce geste-là a valeur de rachat. C'est aussi un coup porté à ses adversaires, à tous ceux qui murmurent encore « Peut-on vraiment faire confiance à cet ancien fonctionnaire de Pétain ?» Dans les rues, l'enthousiasme est réel. Les militants de gauche, longtemps tenus à distance du pouvoir, se sentent enfin dans l'histoire, du bon côté de la barrière. On repeint les mairies, on renomme des rues, on organise des fêtes de la victoire. Les mots « changement »,« espoir »,« socialisme » résonnent comme une musique. Mais derrière les façades illuminées, les chiffres se gâtent. L'inflation grimpe, le franc vacille, les capitaux fuient. Les nationalisations coûtent cher, la crise mondiale rattrape la France. L'euphorie des premiers mois se heurte à une réalité brutale. Le pays n'est pas une île, et la finance internationale ne vote ni à gauche ni à droite. Dans les couloirs de l'Élysée, dès 1982, les conseillers se déchirent. Certains veulent maintenir coûte que coûte la rupture, continuer à augmenter les salaires, à relancer la demande, à vouloir prouver que le socialisme peut plier l'économie à sa volonté. D'autres, plus sombres, parlent déjà de dévaluation inévitable, de rigueur, d'Europe, de contraintes. Et dans cette bataille-là, un visage revient sans cesse, Michel Rocard. L'éternel rival interne, l'homme qui incarne une gauche plus réaliste, plus moderne. Dans les sondages, son nom reste populaire. Dans les journaux, on répète que Rocard aurait su négocier, que Rocard aurait parlé vrai. La rivalité n'est plus seulement programmatique, elle devient presque personnelle. Mitterrand observe, silencieux. Il connaît trop bien cette musique. C'est celle qui dit aux vieux combattants qu'il est temps de passer la main. Mais il n'a aucune intention de s'effacer. Mars 1983. C'est le moment du choix. La France est au bord du gouffre financier. Rester dans le système monétaire européen exige une discipline budgétaire drastique. Sortir, au contraire, permettrait de poursuivre une politique plus autonome, plus socialiste, au risque de l'isolement. En apparence, l'alternative est technique. En réalité, c'est un tournant idéologique historique. Dans un salon feutré de l'Élysée, un soir de réunion décisive, les voix s'élèvent. Certains ministres plaident pour rester fidèles à la rupture. D'autres insistent sur le mot maudit, rigueur. Mitterrand écoute, presque immobile, les mains croisées, puis tranche. La France restera dans le SME. Il choisit l'Europe, la stabilité monétaire et l'abandon discret d'une partie de la promesse révolutionnaire de 1981. Ce soir-là, sans le proclamer, il enterre le grand rêve d'un socialisme à la française, isolé du reste du monde. La gauche au pouvoir bascule dans la gestion, dans le compromis, dans ce que certains appelleront plus tard la conversion au réalisme. Pour ses adversaires, c'est une trahison. Pour lui, c'est une manœuvre de survie, sous double horloge, celle de l'économie et celle de son propre corps malade. Mais la violence du retournement ne fait que commencer. En 1984, il remanie le gouvernement, renvoie Pierre Mauroy, ce vieux compagnon venu de la base ouvrière, pour le remplacer par un technicien jeune, brillant, fin connaisseur des dossiers, Laurent Fabius. La symbolique est crue. L'ouvrier cède la place au jeune énarque, la chaleur militante à la froideur gestionnaire. Dans les usines fermées, dans les bassins miniers, on commence à murmurer que ça ne devait pas se passer comme ça. Et puis surgit un autre adversaire, venu de l'autre camp, Jacques Chirac. Maire de Paris, chef d'un RPR rugueux, charismatique, l'ancien premier ministre de Giscard prépare sa revanche. Il sillonne les provinces, embrasse les bébés, serre des mains calleuses, parle de fracture sociale avant l'heure. Dans chaque discours, une cible implicite,
Ce président de gauche qui l'accuse de trahir le bon sens des Français, la confrontation va prendre une forme inédite. 1986, les élections législatives tournent à la sanction. La droite arrive en tête. Pour la première fois sous la VE République, un président doit cohabiter avec un gouvernement issu de la majorité opposée. Mitterrand reste à l'Élysée. Chirac s'installe à Matignon, l'image est saisissante. Deux hommes, deux styles, deux égaux enfermés dans un même schéma institutionnel. Entre eux, une constitution qui ne prévoyait pas vraiment cette cohabitation forcée. Chaque rencontre du couple exécutif ressemble à un duel. Mitterrand laisse Chirac gouverner, mais ne lui fait aucun cadeau. Quand le Premier ministre veut abroger l'impôt sur les grandes fortunes, le président le laisse aller au bout, en sachant que la mesure sera impopulaire. Quand Chirac veut privatiser, Mitterrand signe les ordonnances, mais garde la possibilité de dire « ce n'est pas ma politique, c'est la sienne ». À la télévision, les Français découvrent une étrange chorégraphie. Le matin, Chirac annonce des réformes courageuses. Le soir, Mitterrand, dans une interview posée, explique qu'il les applique par devoir, mais qu'il ne les approuve pas. Dans ce jeu de miroir, l'un des deux sortira affaibli. En 1988, l'épreuve de vérité arrive, la présidentielle. Chirac pense que l'usure du pouvoir, la rigueur, le chômage donneront l'avantage à la droite. Mitterrand, lui, joue une carte subtile, presque cynique. Il se présente comme le protecteur au-dessus de la mêlée, l'homme qui tempère les excès de son propre Premier ministre. Dans le débat télévisé, le duel est électrique. Chirac, tendu, tente de tutoyer, de réduire la distance. Je vous demande de me considérer ce soir comme un candidat, pas comme un Premier ministre, lance-t-il. Mitterrand, d'une politesse glaciale, réplique à chaque fois « Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre ». La formule est un coup de poignard souriant. À chaque répétition, elle rappelle aux téléspectateurs qui commande vraiment, qui encadre qui. Le soir du second tour, le verdict est clair. Mitterrand est réélu. À 71 ans, le malade secret, déjà donné pour fini 20 ans plus tôt, terrasse son rival plus jeune. Mais le prix de cette victoire est lourd. La cohabitation a épuisé les nerfs, la maladie progresse. Ces médecins savent que chaque nouveau septennat est un pari avec la physiologie. Lui, pourtant, ne cède rien. Il entame son second mandat avec une autre obsession, l'Europe. Tandis que le bloc soviétique vacille, que les régimes d'Europe de l'Est se fissurent, Mitterrand regarde le continent comme une partie d'échecs géante. Il se méfie de l'Allemagne, dont le poids démographique et économique menace de dominer l'ensemble. Quand le mur de Berlin tombe, dans la nuit du 9 novembre 1989, des milliers de jeunes escaladent la frontière, hurlent de joie, pleurent. En France, l'émotion est immense, mais à l'Élysée, derrière les fenêtres aux rideaux lourds, le regard du président est plus grave. Il comprend que l'histoire bascule. Le rapport de force entre Paris et Bonn est en train d'être renversé. Une Allemagne réunifiée sera plus grande, plus forte, plus centrale. Alors, il choisit une stratégie audacieuse. Accompagner la réunification, mais en enfermant le nouvel ensemble dans une Europe politique et monétaire plus intégrée, naît ainsi l'idée d'une monnaie unique, d'un traité qui graverait dans le marbre l'irréversibilité du projet européen. Ce sera Maastricht. 1992, le pays est appelé à se prononcer par référendum sur ce traité complexe, technocratique, mais lourd de conséquences. La campagne est hystérique, presque apocalyptique. À droite comme à gauche, des voix s'élèvent pour crier à la perte de souveraineté, à la dilution de la nation. Les meetings se transforment en joutes passionnées, parfois violentes. Mitterrand, très affaibli, monte pourtant à la télévision, les traits tirés, pour défendre le « oui ». Il affronte directement Philippe Séguin, brillant tribun du « non ». Le contraste est saisissant. D'un côté, un homme usé, parfois à court de souffle, mais qui parle avec l'assurance de celui qui pense, à l'histoire longue. De l'autre, un orateur en pleine force, qui joue la carte de la nation blessée. Le soir du résultat, le pays est coupé en deux. Le oui l'emporte d'un cheveu, un peu plus de 51%. Pas de vague d'enthousiasme, seulement un léger souffle de soulagement. Mitterrand a gagné. Mais cette victoire étriquée annonce un autre temps, celui des peuples méfiants, des élites soupçonnées, des colères sourdes. Pendant ce temps, les ombres se rapprochent. Depuis des années, à l'Élysée,
Un système d'écoute téléphonique illégal a été mis en place. Journalistes, avocats, personnalités jugées dangereuses pour la sécurité de l'État sont surveillés. Officiellement, il s'agit de prévenir les menaces terroristes. Officieusement, c'est aussi une manière de contrôler les fuites, les rumeurs, les indiscrétions. Quand le scandale éclate au grand jour, au début des années 90, le pays découvre que la présidence a écouté les conversations privées de ses propres citoyens, des carnets sont saisis, des enregistrements exhumés, l'image du président protecteur se fissure, laissant apparaître celle d'un chef de l'État méfiant, obsédé par le secret, prêt à franchir la ligne jaune pour garder la main. Puis vient l'affaire du sang contaminé, ce drame silencieux où des milliers d'hémophiles ont reçu, dans les années 80, des produits sanguins infectés par le VIH, des vies détruites, des corps condamnés, des familles brisées. Les responsabilités sont complexes, partagées, mais l'État, à tous les niveaux, a tardé à agir. Sous la veuve République, la chaîne remonte toujours vers le sommet. On cherche à savoir ce que le président savait quand il l'a su, ce qu'il a laissé faire. En 1993, après une nouvelle défaite de la gauche aux législatives, une deuxième cohabitation commence. Cette fois, Édouard Balladur s'installe à Matignon. Jacques Chirac guette son heure en coulisses. Mitterrand n'est plus que l'ombre de lui-même. Les déplacements officiels deviennent rares, lents. Les images le montrent amaigri, le visage creusé, les mains tremblantes. Le drame se rapproche aussi sur le plan personnel. En 1993 encore, Pierre Bérégovoy, ancien Premier ministre, homme de confiance de Mitterrand, se suicide d'un coup de revolver près d'un canal, à Nevers. Affaibli par des accusations de favoritisme, traqué par la presse, il n'a pas supporté l'humiliation. Sur la tombe, Mitterrand prononce un discours halluciné, presque accusateur, contre la meute médiatique. Son regard, ce jour-là, semble perdu quelque part entre la colère et la culpabilité. À tout cela s'ajoute un autre secret, intime, qui petit à petit devient rumeur, puis scandale. L'existence de Mazarine, sa fille cachée. Pendant des années, l'État a protégé cette double vie. Des appartements sont mis à disposition, des déplacements organisés en toute discrétion, des policiers affectés à la sécurité de cette famille de l'ombre. Quand la presse finit par publier la photo, en 1994, le pays découvre soudain un président qui n'est pas seulement le mari officiel de Danielle, mais aussi le père tendre d'une jeune femme de 20 ans. Pour certains, c'est une trahison, un mensonge de plus. Pour d'autres, la révélation rend le personnage plus humain, plus romanesque encore. Mais une chose est certaine, le voile se lève sur la mécanique intime du pouvoir, sur ce mélange de secrets d'État et de passions privées, où tout finit par s'entremêler. À mesure que 1995 approche, l'horloge intérieure s'accélère de nouveau, la maladie gagne du terrain. À l'Élysée, les marches semblent plus hautes, les audiences plus longues, les dossiers plus lourds à porter. Mitterrand sait qu'il ne se représentera pas. La rivalité, désormais, se joue entre deux hommes de droite, Balladur et Chirac. Le vieux président, en retrait apparent, observe leur duel comme une ultime pièce de théâtre. Il voit Chirac, son adversaire brisé de 1988, renaître dans la peau du candidat du peuple. Contre un Balladur jugé trop aristocratique, les rôles s'inversent, les alliances bougent, les trahisons éclatent au grand jour. Le soir du second tour, en mai 1995, il suit les résultats à l'Élysée, dans un salon réduit, entouré de quelques proches seulement. Quand apparaît à l'écran le visage de Jacques Chirac, président élu, on pourrait croire à une défaite personnelle. En réalité, la scène ressemble davantage à une passation de flambeau entre deux bêtes politiques qui se sont affrontées pendant 30 ans, à coups de phrases assassines, de pièges constitutionnels et de cohabitation. Sur le perron, quelques jours plus tard, les caméras filment la poignée de main. Mitterrand, très affaibli, descend les marches lentement. Appuyé sur la rampe, Chirac, massif, le rejoint, le soutient presque du bras. La République change de visage. Mais dans les regards échangés, il y a comme une reconnaissance tacite. L'un sait qu'il arrive au sommet d'une montagne, que l'autre a escaladé avant lui. L'autre sait qu'il quitte la scène vivant, contre toutes les prévisions, après 14 années passées à dompter ce régime qu'il avait d'abord combattu. Ce jour-là, François Mitterrand tourne le dos à l'Élysée pour la dernière fois.
Les pavés résonnent sous ses pas lents, les grilles se referment derrière lui, la course contre la montre commencée dans le secret d'un cabinet médical en 1981 est presque terminée. Reste une dernière question, suspendue dans l'air lourd de ce matin de mai. Que restera-t-il vraiment de ce long règne? Un espoir trahi, un pays modernisé, des ombres, des lumières, des blessures, des conquêtes? Le temps, désormais, va poursuivre seul son work in progress. L'homme, lui, s'efface. Mais son spectre mêlé à ceux de Vichy, de la résistance, de la gauche, de l'Europe et des secrets d'État, s'apprête à hanter encore, longtemps la mémoire française. Le contraste est violent. Pendant qu'à la télévision on diffuse la cérémonie, les trompettes, les uniformes, la main de Jacques Chirac, soutenant presque le bras du vieux président, dans un autre lieu, sans drapeau, une horloge fait un bruit sec. Tic, tac. François Mitterrand quitte l'Élysée le 17 mai 1995 et il sait quelque chose que la France refuse encore d'entendre. La vraie passation de pouvoir, celle qui arrive sans urne et sans protocole, est déjà en route. Il ne lui reste pas du temps. Il lui reste une poignée de jours utiles, un nombre limité de matinées où il pourra encore décider de la manière dont on se souviendra de lui. Parce qu'après 14 ans de présidence, ce n'est pas la République qui le rattrape le plus vite, c'est son corps. Il le tient debout à force de volonté, comme on tient un décor au théâtre alors que les poutres craquent. Et il y a ce paradoxe, presque cruel. Plus il s'éloigne du pouvoir, plus la vérité remonte. Les dossiers qu'on n'ouvrait pas, les secrets qu'on gardait pour la raison d'État, les silences qu'on respectait par peur ou par fidélité, tout cela commence à s'agiter, à parler, à fuir. À peine sorti, il s'installe avenue Frédéric Leplay, dans cet appartement qui ressemble à une retraite et à une salle d'attente. Les visites deviennent des scènes, les journalistes guettent l'ombre d'un visage derrière une vitre, les anciens amis viennent prendre des nouvelles et repartent avec une phrase à répéter. Il y a quelque chose de romain dans cette fin. L'empereur a quitté le palais, mais chaque mouvement de son souffle reste un événement politique. Mitterrand, lui, ne veut pas disparaître en silence. Il veut choisir la dernière image. Alors il fait ce que font les grands stratèges quand ils sentent la défaite biologique. Il organise le récit. Il publie, il parle, il sème. Et surtout, il prépare un geste qui, à lui seul, doit écraser le reste comme une dalle. Un dernier voyage. Une dernière scène où il sera encore président, non plus par fonction, mais par gravité. Le 14 juin 1995, à la surprise générale, on le voit réapparaître lors de l'inauguration de la Bibliothèque nationale de France. Tout y est gigantesque, presque arrogant. 4 tours comme des livres ouverts, un projet pharaonique conçu sous son règne, l'idée, même qu'un homme peut défier le temps en empilant du savoir contre l'oubli. Il avance lentement, le visage fermé, les traits tirés jusqu'à l'os. Les caméras n'osent pas trop s'approcher, mais elles captent l'essentiel. Cette marche est moins une inauguration qu'un combat. Il a l'air d'un homme qui traverse son propre monument funéraire. Et puis il y a la grande obsession, écrire l'histoire avant que les autres ne l'écrivent à sa place. Il se met à multiplier les confidences contrôlées, les entretiens, les phrases destinées à devenir des citations. Avec Georges-Marc Benamou, il livre ce qui deviendra le dernier Mitterrand, une sorte de confession en clair-obscur, mi-testament, mi-piège. Chaque page est une allumette. On ne sait pas si elle doit éclairer ou incendier. Il y parle de la mort comme d'une voisine. Il y parle de la France comme d'une amante. Il y glisse des jugements sur ses successeurs, sur Chirac, sur la droite, sur la gauche, avec cette cruauté feutrée des gens qui n'ont plus rien à perdre. Et justement, c'est là le twist. Il n'est jamais aussi dangereux que quand il n'a plus de pouvoir officiel. Parce qu'il lui reste le pouvoir le plus redoutable, la parole d'un homme qui va mourir. Mais l'ombre la plus lourde, celle qui colle à ses pas dès qu'il sort, ne vient pas de ses livres, elle vient de Vichy. L'affaire, qu'on croyait enterrée sous les décennies, remonte par fragments. Décoration, fréquentation, ambiguïté, le passé d'un jeune fonctionnaire devenu résistant tardif, les images de la Francisque, les silences entretenus pendant des années, et surtout, un nom revient avec la violence d'un flash, René Bousquet. Bousquet, ancien secrétaire général de la police de Vichy, impliqué dans la machine administrative qui a rendu possible les rafles, les déportations,
Bousquet, que Mitterrand a fréquenté après-guerre, Bousquet, dont la relation avec le président devient, dans les années 90, un scandale moral absolu. Chaque fois qu'un journaliste prononce ce nom, c'est comme si on tirait sur un fil. Et derrière, c'est tout un tissu qui menace de se déchirer. Qu'a-t-il su? Que voulait-il oublier? Pourquoi ce lien? La France des années 90 n'est plus celle qui acceptait les zones grises. Elle réclame des aveux, des lignes nettes, des coupables identifiés. Le 8 juin 1993, Bousquet a été assassiné chez lui, abattu par un homme qui a dit vouloir rendre justice. Et ce meurtre, paradoxalement, n'a pas refermé la plaie. Il l'a ouverte en grand. Parce qu'un mort ne parle plus, et qu'un silence ainsi obtenu ressemble à une fuite. Dans ce brouillard, Mitterrand choisit une posture qui choque encore. Il refuse de demander pardon au nom de la France pour Vichy, estimant que la République n'était pas Vichy. Beaucoup y voient une froideur juridique, d'autres, une manière de protéger sa propre biographie des jugements trop simples. L'histoire, elle, retient surtout l'image. Un homme au sommet de l'État, incapable ou refusant d'offrir l'apaisement symbolique que le pays attend. Et pendant que ces débats grondent, un autre fil menace de l'étrangler. Les écoutes de l'Élysée. L'enquête, les témoignages, les procès dessinent un système, un vrai, pas une dérive isolée, pas un excès d'un conseiller zélé, mais une mécanique, des lignes téléphoniques surveillées, des notes, des noms, et au bout, l'idée insupportable. La République, sous celui qui se voulait protecteur, a parfois écouté ses propres citoyens, comme un adversaire écoute un ennemi. La riposte de Mitterrand est fidèle à lui-même. Pas de panique visible, pas d'effondrement public. Il laisse les autres se battre, s'accuser, se contredire. Il ne se place jamais complètement dans le rôle de l'accusé. Il reste le sphinx. Mais l'opinion change. Ce qu'on appelait autrefois habileté devient, dans cette fin de siècle plus méfiante, le synonyme d'une manipulation permanente. Et au milieu de ce chaos moral, il y a quelque chose de presque intime qui, pourtant, a des allures d'affaires d'État. Mazarine. La France connaît désormais ce secret. Et ce qui fascinait au début, le roman, la double vie, l'amour caché, prend une autre couleur. On comprend l'ampleur du dispositif. Policiers mobilisés, logistique, protection, argent public, mensonges organisés avec une précision administrative. Le mythe du président poète se transforme. Ce n'est plus seulement un homme qui aime, c'est un homme qui gouverne comme il aime, en cachant, en contrôlant, en compartimentant le réel. Et c'est là que le temps, son temps, devient un véritable compte à rebours dramatique, parce que les révélations s'accélèrent, alors que lui ralentit, parce que ses ennemis sentent l'odeur de faim, parce que ses anciens alliés, eux, commencent déjà à parler comme s'il était un personnage du passé. Le plus cruel pour un homme de pouvoir, ce n'est pas d'être critiqué, c'est d'être raconté. Dans les coulisses, la rivalité ne meurt pas avec la fonction, elle change de visage. Jacques Chirac, désormais président, doit construire sa propre légitimité et pour exister, il doit aussi d'une certaine manière se détacher de l'ombre immense de son prédécesseur. Mitterrand le sait. Il connaît cette loi non écrite. Un nouveau roi ne règne vraiment que quand l'ancien cesse de hanter le palais. Alors s'installe un duel silencieux, presque cruel, entre deux manières de survivre. Chirac occupe le terrain, multiplie les symboles, tente d'imprimer sa marque. Mitterrand, lui, cherche à verrouiller la postérité, à décider ce qui restera grand et ce qui restera honteux. Même malade, même retiré, il reste un compétiteur. Et c'est peut-être la dernière chose qui lui donne de l'énergie. Ne pas laisser Chirac écrire la dernière phrase. Puis arrive le geste final, celui qui frappe comme un plan de cinéma, novembre 1995. On le voit à Sarajevo, ville martyrisée, encore fumante de la guerre en ex-Yougoslavie. Il y va contre la vie de beaucoup, presque comme une provocation du destin. On le prévient, danger, fatigue, risque. Il y va quand même. Les images sont saisissantes. Mitterrand, visage pâle, manteau sombre, avançant dans une ville en ruine, entouré de soldats, des façades criblées d'impacts, des rues où l'on a tiré sur des civils. Une Europe qui se regarde mourir, et lui, l'artisan de Maastricht, venant constater que l'unité n'empêche pas le sang. Ce voyage est un symbole et un aveu, un symbole parce qu'il se place une dernière fois du côté de la tragédie historique, un aveu parce qu'il montre la limite du rêve européen.
Une monnaie unique n'arrête pas les snipers. Ce retour en pleine guerre est sa dernière grande scène publique. Après cela, le corps lâche. La respiration devient plus courte, les hospitalisations se multiplient et paradoxalement, plus la fin approche, plus le pays parle de lui. On recompte ses années, on réévalue ses actes, on ressort des images de 1981, de Bad-Inter, de Maastricht, de la cohabitation, de la tombe de Bérégovoy. On revoit la Bastille et l'on se demande si l'espoir n'était qu'un feu de paille. Le pays est incapable de trancher. Était-il un bâtisseur ou un illusionniste? Un humaniste ou un stratège froid? Un homme de gauche ou un prince sans camp, qui utilisait la gauche comme une armure? La dernière rivalité, la plus intime, n'est pourtant ni avec Chirac, ni avec Rocard, ni avec les juges. C'est avec la mort elle-même. Et là encore, Mitterrand veut garder l'initiative. Le 31 décembre 1995, il apparaît une dernière fois pour les vœux. La scène est presque irréelle. Un président qui n'est plus président, mais qui parle encore comme s'il l'était. Il a le visage d'un homme déjà ailleurs. La voix est plus lente, comme si chaque mot coûtait. Et pourtant, il y a un éclat, une volonté d'imposer la dignité du dernier plan. Il regarde la caméra comme on regarde un pays entier dans les yeux. Et dans ce regard, certains croient voir un message. Vous ne me résumerez pas. Le 8 janvier 1996, au matin, la nouvelle tombe, François Mitterrand est mort. Et aussitôt, la France se fige dans ce silence particulier qu'elle réserve aux personnages ambigus. Pas le silence pur de l'admiration. Pas celui simple du rejet. Un silence compliqué, épais, plein de contradictions. Les funérailles deviennent une autre scène d'histoire. Les chefs d'État viennent, les caméras filment les visages graves, on entend des hommages sur l'homme d'État, sur la culture, sur l'Europe. Mais derrière les discours, il y a les questions qui ne s'enterrent pas. Vichy, Bousquet, les écoutes, les secrets, l'obsession du contrôle. Et il y a aussi l'autre héritage, celui qu'on ne peut pas nier. L'abolition de la peine de mort, la décentralisation, une gauche. Arrivée au pouvoir et devenue une force de gouvernement, les grands travaux, la place de la France dans l'Europe, ce déplacement profond du paysage politique, le twist final peut-être, c'est que même mort il continue de diviser et donc de régner à sa manière. Parce qu'il a laissé une France transformée mais méfiante, modernisée mais désenchantée, plus européenne mais plus soupçonneuse. Parce qu'il a prouvé qu'on pouvait survivre politiquement à presque tout, aux défaites, aux scandales, aux cohabitations, à la maladie. Et il a aussi prouvé, sans le vouloir, qu'aucun pouvoir ne peut survivre éternellement au secret. Et si l'on revient à cette première horloge, celle qui s'est enclenchée en 1981 dans un cabinet médical, elle n'a pas seulement compté ses jours. Elle a rythmé 14 années, où chaque décision avait un arrière-goût de fin. Mitterrand a gouverné comme un homme pressé, non pas d'obtenir un mandat de plus, mais d'arracher à la mort un morceau d'éternité. Alors que reste-t-il? Un président qui a voulu inscrire son nom dans la pierre, bibliothèque, arche, traité, et qui au final a surtout inscrit sa présence dans une zone plus trouble, celle des énigmes françaises. On peut le juger, le condamner, l'admirer, le haïr. On peut se disputer encore sur ses intentions, mais on ne peut pas faire disparaître l'image, celle d'un homme qui a quitté le palais en sachant que la vraie bataille ne se gagnait plus à l'Assemblée, ni dans les urnes, mais dans la mémoire. Et dans cette mémoire, François Mitterrand continue, encore, de regarder la France comme il aimait la regarder, de haut, de loin, et droit dans les yeux.